BFM Business, BFM Crypto, le club. Nos experts crypto viennent de nous rejoindre. Grégory Raymond, il est rédacteur en chef de The Big Whale, cofondateur. Bonjour Grégory. Salut Guillaume. Bienvenue, on est ravis de vous retrouver. Vincent Fourcault aussi avec nous, fondateur de Cantology Capital Management. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Ravi également de vous retrouver Vincent, bienvenue. Valentin Nico, lui, nous appelle depuis Bourse Direct parce que donc le Bitcoin refranchit les 30 000 $. Salut Valentin. Oui, bonjour Guillaume. 30 000 $ il y a quelques minutes sur le Bitcoin, un peu plus même que 30 000 $. Comment est-ce qu'on explique ce mouvement et surtout, est-ce que vous estimez que d'un point de vue technique, les choses pourraient se prolonger à la hausse? Écoutez, en tout cas, c'est allé très vite. Encore la semaine dernière, on était dans un marché avec un news flow catastrophique. Au niveau réglementaire, on se posait beaucoup de questions, sur les intermédiaires du marché notamment. Et on était en train d'attaquer les niveaux support à répétition, donc vraiment en mauvaise posture. Et en une semaine, on est passé de niveau support à niveau de résistance actuellement, que ce soit sur le Bitcoin ou Ethereum. Écoutez, c'est ce qu'on appelle un gros renversement de tendance. Et c'est vrai que si on dépasse, là, il risque d'y avoir une petite dispute quand même sur ces niveaux-là. Donc maintenant que un gros mouvement a été fait, je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour entrer dans le marché. Peut-être patienter un peu, de voir sur ces niveaux-là la tendance qui va se dégager. Mais en tout cas, c'est positif et si on dépasse les niveaux actuels, on a de la place pour encore éventuellement un gros mouvement de hausse, clairement. Oui, mais on sent une forme de prudence quand même, parce que ça allait très très vite, là on a un peu plus de 24 heures, surtout sur Bitcoin, plus Valentin sur Bitcoin que sur l'Ether. C'est certain, la dominance s'est affirmée ces derniers temps, et il me semble d'ailleurs qu'elle se renforce. Donc dans un élan où on reprend confiance sur ce marché. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce sur le marché action, on n'avait vraiment pas ces derniers jours de quoi encourager tout simplement les achats qui ont eu lieu. Donc voilà, on va dire que les planètes sont pas toutes alignées, mais c'est très positif pour le marché. Ouais. Merci beaucoup Valentin Nico avec nous pour Bourse Direct. Grégory, elle est spectaculaire la hausse effectivement, et on appelle comme à chaque fois chacun à la prudence bien sûr, parce que c'est très volatile et spéculatif, mais quand même on voit aussi un alignement de bonnes nouvelles. Ça fait du bien depuis quelques jours pour l'écosystème. La seule grosse nouvelle que je vois, c'est BlackRock qui a déposé son dossier d'ETF, donc ça veut pas dire que cet ETF va exister. En tout cas, on pense qu'il a de bonnes chances, en tout cas chez The Big Whale, parce qu'il est conçu de façon à plaire à la SEC. Mais en tout cas, voilà, cette promesse fait que ça donne envie aux gens de racheter du Bitcoin. De toute façon, on est dans des tarifs relativement intéressants, je trouve. On est quand même plus de deux fois inférieur au top de marché de 2021. Bon, voilà, à peu près 30 000 $ pour du Bitcoin, ça semble une affaire. Oui, BlackRock, pour le coup, c'est très, très grand public. On rappelle que les retraites des Américains passent souvent par BlackRock. Enfin, il y a du monde derrière. Oui, effectivement, parce qu'en fait, du Bitcoin en ETF, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, les fonds de pension, ce genre de choses, même les particuliers, en fait, vont pouvoir acheter très facilement du Bitcoin. Alors qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment Bitcoin, il faut savoir le conserver. Il y a tout ça, il faut connaître les bons intermédiaires. Bon, avec un ETF, c'est très simple. Donc, c'est la promesse que il y a beaucoup d'argent frais qui arrive dans Bitcoin, mais ça reste une promesse. Les institutionnels continuent de s'intéresser de plus en plus à cet écosystème des cryptos. C'est pas le coup de foudre, on est d'accord, mais ça avance quand même. Et on en a une preuve supplémentaire aujourd'hui, Crédit Agricole, qui obtient l'enregistrement PSAN. Ça alors? Oui, alors c'était un bruit qui circulait depuis pas mal de mois. On en avait parlé avec The Big Whale il y a à peu près un an. Mais là, c'est la filiale de KCIS de Crédit Agricole. C'est pas la banque de dépôt de monsieur et madame tout le monde. KCIS, c'est quoi? C'est une banque qui est spécialisée dans les services financiers adressés aux compagnies d'assurance, aux sociétés de gestion. Et donc, on peut penser que KCIS, donc Crédit Agricole, à travers cet enregistrement, va peut-être se lancer dans la tokenisation, ou en tout cas conserver des actifs financiers tokenisés, parce qu'il faut savoir que le PSAN qu'ils ont décroché, c'est simplement sur la conservation, pas sur l'achat-vente de crypto. Donc voilà, c'est pour avoir le droit de stocker pour le compte de tiers des actifs numériques.
Ouais, mais ils mettent un pied dedans, peut-être en misant sur la tokenisation, on pourra en parler ensemble, hein. Les horizons, les perspectives couvrent la tokenisation. On parle même parfois, on en entend parler ici dans BFM Bourse maintenant, d'une future tokenisation des actions en bourse. Bon. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est Ouais. surtout la tokenisation des actifs qui ne sont pas cotés. Parce que L'immobilier, par exemple. Exactement, les actions de PME, par exemple, hein, ça serait possible. Et d'ailleurs, Crédit Agricole, via KCIS, s'était associé à Taurus, une entreprise suisse qui est spécialisée dans la tokenisation. Donc je pense qu'il y a un peu toutes les planètes qui s'alignent sur le sujet de la tokenisation. Je pense que ce sera un des grands sujets de l'année 2023. Les banques françaises sont-elles, donc on rappelle, Crédit Agricole par KCIS qui obtient l'enregistrement PSAN, est-ce que les banques françaises sont au global de moins en moins anti-crypto ? Là, c'est une preuve supplémentaire que oui, ça s'améliore. Bon, c'est pas la folie non plus parce que jusqu'à présent, il y a que 3 banques qui sont PSAN. Donc Crédit Agricole via KCIS, on l'a appris aujourd'hui. Précédemment, c'était Société Générale via sa filiale blockchain Forge. Et il y a aussi Delubac, qui est une banque un peu plus petite, mais qui est peut-être la banque la plus dynamique sur le sujet. Donc voilà, ça fait 3 banques qui sortent un peu du bois. Pour le reste, c'est un peu plus compliqué. On sait que chez BNP, c'est pas trop ça. On n'aime pas vraiment ça. Et il y a beaucoup de particuliers encore qui rencontrent des difficultés quand ils envoient ou qui reçoivent de l'argent vers des plateformes, souvent des plateformes étrangères qui ne sont pas PSAN, et on leur demande beaucoup d'informations sur d'où vient cet argent, où va cet argent. Et parfois, on arrive même à la clôture du compte, parce qu'on le rappelle, une banque peut clôturer un compte bancaire de façon unilatérale sans donner de raison. Et ça arrive parfois lorsqu'on manipule des cryptos et que notre banque est au courant. Il faut le savoir. Est-ce que on évoquait là les grandes banques institutionnelles et historiques, est-ce que les néobanques sont moins frileuses vis-à-vis des cryptos ? Oui, on peut dire qu'elles sont moins frileuses. Je pense que c'est culturel aussi. Les néobanques sont un peu plus habituées à traiter avec les sujets du numérique. On peut parler notamment de Lydia, qui propose des cryptos sur son application. D'ailleurs, on a appris récemment que c'était une activité qui leur apportait pas mal d'argent, la vente de cryptos. Sur leur appli. Il y a aussi Revolut, chez qui on peut acheter des bitcoins. Il y a N26 aussi. Et puis à un degré moindre, Trade Republic, qui n'est pas vraiment une banque. C'est plutôt une application d'investissement global. C'est aussi pour elle une façon d'aller capter les jeunes, on imagine. Oui, bien sûr. On le voit dans les sondages. Les jeunes considèrent les crypto-monnaies comme des actifs d'avenir. Donc effectivement, quand notre public cible, c'est les plus jeunes. Oui, autant proposer de l'achat de crypto, en tout cas des applications autour des cryptos, oui, ça c'est sûr. Oui, et elle gère en marque blanche. Oui, elle gère en marque blanche, c'est beaucoup plus simple à mettre en place, parce que vous savez, conserver des cryptos par exemple, ou permettre l'achat-vente, c'est pas donné à tout le monde, donc on s'adresse à des spécialistes. Par exemple, Revolut s'adresse à Bitstamp, Lydia s'adresse à Bitpanda. C'est des acteurs comme ça qui sont assez connus et qui sont utilisés. Ouais. Et alors, on essaye chaque jour ici dans BFM Bourse, bien sûr, 15h-18h, et dans ce club BFM Crypto, d'apporter un coup d'avance à ceux qui nous suivent. Quels sont, Grégory, avec vos antennes, vos radars chez The Big Well, quels sont les nouveaux projets, mi-banque, mi-crypto, intéressants, qui mijotent, qui se préparent pour la suite ? Il y en a un qui est déjà lancé, qui s'appelle Bitstack, mais qui va monter en régime cette année. Aujourd'hui, Bitstack, il propose du DCA, si vous voulez. Donc l'investissement progressif. Voilà, c'est ça. Et en fait, dès qu'il y a une dépense qui arrive sur votre compte en banque, Bitstack le comprend et en fait fait l'arrondi pour acheter du Bitcoin. Si par exemple vous payez un café 1,50 €, ça va être arrondi à 2 € et en fait 50 centimes seront utilisés pour acheter du Bitcoin. Donc c'est une manière assez ludique d'investir dans le Bitcoin de façon indolore. Et en fait d'ici la fin de l'année, $1 à la fin du mois, si on arrondit tout par le haut. Ça dépend si vous buvez beaucoup de café, Guillaume. C'est vrai. Mais ce qu'on peut dire, c'est que d'ici la fin de l'année, il va y avoir une carte de paiement associée. On pourra avoir un IBAN, donc un compte bancaire classique, à travers l'appli Bitstack. Et tout ça, ça va permettre, si vous voulez, de lier un peu les deux mondes, donc d'avoir un wallet Bitcoin et un compte bancaire classique un peu au même endroit pour pouvoir un peu interagir entre les deux. Il devrait y avoir aussi une nouvelle néobanque qui arrivera au cours de l'année, qui s'appelle Deblock. Celle-ci est franco-britannique, elle a obtenu son PSAN cette semaine. On aura l'occasion d'en parler bientôt. Vous dites Deblock parce que c'est The Block et vous le dites à l'anglais. Non, c'est Deblock. Non, c'est Deblock. Avec un D. Deblock avec un D. D'accord, j'essaie de vous avoir. Juste parce
qu'on est journaliste, c'est qu'on voit le mal partout, surtout vous d'ailleurs, Grégory. Est-ce que Crédit Agricole, qui obtient donc, c'est l'annonce du jour, son enregistrement PSAN aujourd'hui, est-ce que Crédit Agricole l'obtient aujourd'hui parce qu'il fallait se dépêcher, parce que les exigences, la barrière à l'entrée sera peut-être beaucoup plus élevée dans peu de temps, il fallait donc que Crédit Agricole l'obtienne tout de suite? Mais effectivement, il y a un peu une course pour obtenir l'enregistrement PSAN actuellement, parce qu'à partir du 1er juillet, tous les projets, tous les dossiers de PSAN qui seront déposés devront en fait être en conformité avec l'enregistrement renforcé. Donc, comme son nom l'indique, c'est un enregistrement qui est beaucoup plus dur à avoir, en fait, qui se rapproche de l'agrément PSAN, qui lui sera obligatoire d'ici l'année prochaine, voire d'ici 2 ans pour ceux qui sont déjà enregistrés. Et donc voilà, où on demande quand même des choses qui sont proches de la licence bancaire. Et donc, voilà, je pense que Crédit Agricole est assez content de bénéficier donc du traitement un peu plus souple. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet enregistrement renforcé? Il va y avoir une gestion des conflits d'intérêts, il faudra publier une politique tarifaire claire. On peut se demander pourquoi c'était pas le cas avant. Mais surtout, ségrégation des comptes des clients avec les actifs de l'entreprise. Et ce qui s'est passé ces derniers mois, je pense que ça devient vraiment indispensable. Mais le gros élément, celui qui sera très lourd à implémenter pour les entreprises à partir du 1er juillet, c'est qu'il va falloir faire une sorte d'audit en cybersécurité tous les ans. Donc ça coûte très cher, c'est très long, enfin c'est assez fastidieux à mettre en place. Donc voilà, toutes les entreprises qui voudront avoir le PSAN à partir du 1er juillet, il faudra passer par ça et ça sera beaucoup plus compliqué. C'est le monde de demain qui vous parle à travers les blockchains, les cryptos, le Web3 et puis l'intelligence artificielle qui vient encore turbuler cela. Et sur les marchés financiers, on voit que la thématique de l'IA redessine les cartes, redessine les rapports de force en tout cas entre différentes valeurs. On a vu l'envolée d'NVIDIA par exemple ces toutes dernières semaines. Vincent Fourcault nous accompagne, il suit tout ça très très près. Vincent, l'intelligence artificielle, on va faire le lien avec les blockchains dans un instant. Vous pourrez nous dire d'ailleurs, Grégory, s'il y a des blockchains ou des protocoles qui permettent de construire l'IA de demain? Il y en a. Beaucoup sont très marketing. Mais oui. Ah oui, donc il y en a peut-être un peu trop à vos yeux. Bon, on en reparlera dans un instant, mais c'est une évolution, l'IA, ou c'est une révolution? Vincent. J'ai envie de reprendre les propos d'Elon Musk, qui a dit lors de Vivatech qu'il s'agissait de la plus grande révolution industrielle et économique de l'histoire humaine, et qu'il avait hâte de voir la suite, puisque les débuts sont prometteurs. Et on ne peut que constater le succès de ChatGPT, à la fois en termes d'usage et de création de marque. C'est devenu un mot commun qu'on retrouve sur tous les réseaux sociaux et dans les médias. Donc force est de constater que c'est une réalité désormais. Et on le voit d'ailleurs dans l'usage au quotidien. Quand vous allez faire des commandes sur Internet, des achats, vous avez des moteurs d'IA qui vous proposent quelque chose qui peut vous intéresser. Ça, c'est déjà de l'IA. C'est des IA simples. Dans votre vie, en permanence, vous êtes confronté à des intelligences dites artificielles qui sont là pour résoudre des problématiques, je dirais, répétitives et simples. Mais maintenant, on parle d'IA beaucoup plus complexe, beaucoup plus sophistiquée, et ça devient intéressant. Oui, qui va au-delà du logiciel, parce que parfois, il suffit d'avoir un logiciel pour dire « Ah, mon intelligence artificielle me dit que… » Bon, dans le milieu des économistes aussi, maintenant, on a certains experts qui viennent nous dire « Ah, notre intelligence artificielle nous dit que le PIB l'an prochain progressera de temps. » Oui, enfin, jusqu'à il y a 3 mois, c'était pas l'intelligence artificielle, c'était des modèles. Bon. Aujourd'hui, vous venez de le dire, on franchit une étape avec des IA beaucoup plus poussées. Générative, immersive, ce sont 2 formes d'intelligence artificielle différentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui les distingue? Oui, l'IA générative, c'est celle qui est développée par ChatGPT, qui consiste à rédiger un texte à partir de contraintes. Ou conversationnel. Donc vous allez pouvoir converser avec ChatGPT 4, 5, 6, enfin bref. C'est des IA qui ont été conçus par du deep learning avec des algorithmes qui sont propriétaires chez ChatGPT. Et celle qui est immersive, c'est celle qui est surtout mise en avant très récemment par Google pour vous aider à vous situer dans un déplacement, donc Google Maps en l'occurrence, et pouvoir découvrir le parcours que vous devez réaliser pour atteindre votre destination. Et là, pareil, il faut 3 conditions majeures pour qu'une IA fonctionne bien. Une quantité de data dite astronomique, une quantité de données que l'être humain ne peut pas maîtriser. Une puissance de calcul. Là, on a parlé d'NVIDIA, mais la puissance de calcul, elle vient de tous ces outils hardware et de cartes graphiques, de cartes vives, de cartes mémoire, en fait, extrêmement performantes et puissantes. Là, aujourd'hui,
un Google n'a pas de problème pour se procurer les meilleurs équipements hardware. Et enfin, vous avez cette capacité à recruter les talents qui vont designer ces algorithmes. Et c'est essentiellement des algorithmes je dirais, de deep learning pour que la machine, en tout cas l'outil, l'ordinateur, puisse, avec la donnée communiquée par la société en question, la Google Maps, de pouvoir proposer une expérience inédite. Mais ça, c'est des barrières à l'entrée. On parlait de barrières à l'entrée. Si vous n'avez pas la donnée, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'avez pas la force de calcul, vous ne pouvez rien faire. Et si vous n'avez pas l'intelligence humaine pour pouvoir designer l'algorithme, vous ne pouvez rien faire. Donc l'IA, la thématique de l'IA, elle profite aux grands acteurs de l'Internet et elle va sans doute encore les renforcer. Oui. The winner takes all. Il y a un côté The winner takes all. C'est-à-dire que les gagnants des années 2000 dans l'Internet seront les gagnants de l'intelligence artificielle demain. Et on le voit déjà, c'est pas inédit, c'est pas une nouveauté. L'émergence de nouveaux acteurs dans le secteur sont extrêmement rares et ont parfois des difficultés à retenir les talents ou à lever des capitaux. Oui. Eux sont déjà full of cash. Même les États sont des nains, peut-être pas des nains, mais de petits acteurs comparés à ces acteurs privés d'Internet. Effectivement, les grandes plateformes, Google aussi, Microsoft bien sûr, qui investissent pour le coup beaucoup plus encore dans cette intelligence artificielle et qui parviennent à attirer, vous l'avez parfaitement décrit, les meilleurs talents. Est-ce qu'on peut imaginer, Grégory, que l'univers du Web3, que je sais pas, certains protocoles blockchain viennent apporter des solutions en intelligence artificielle capables peut-être d'apporter de rebattre les cartes, rebattre les rapports de force et peut-être venir gratter, chatouiller les grands acteurs que sont Google ou encore Microsoft. Je suis assez d'accord avec ça et je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que on a beaucoup parlé de Web3 ces derniers mois, ces dernières années, et là l'intelligence artificielle revient et voilà, on a l'impression que c'est un secteur qui en chasse un autre. Je pense qu'ils se complètent. Le problème à long terme de l'IA, c'est qu'en fait on sera plus capable de reconnaître ce qui est humain, ce qui ne l'est pas sur Internet. Et le Web3, et à travers les blockchains, ce qu'on peut y mettre dedans, des preuves d'humanité, avec des identités décentralisées, je pense que ça, c'est l'un des seuls moyens en fait, qui permettra de prouver dans le monde numérique qu'on est bien humain. Et donc, de certifier l'authenticité de telle ou telle image ou vidéo, par exemple. C'est ça, par exemple. Ouais. Donc je pense que voilà, il n'y a pas un protocole blockchain en particulier, mais c'est le concept de registre distribué où il n'y a pas d'autorité qui fasse vraiment qui fasse autorité dessus. Je pense que c'est ça qui pourrait permettre de nous sauver des dégâts de l'intelligence artificielle. On voit que la question de la régulation aussi apparaît autour de l'intelligence artificielle. Il y a quelques semaines, on était ensemble, Grégory. Gonzague Granval, l'un des pionniers du Web3, nous disait la solution pour essayer de limiter les risques de l'intelligence artificielle, ce ne sera pas de réguler, ce sera peut-être de passer par des blockchains décentralisantes. Il va falloir décentraliser au maximum l'intelligence artificielle pour éviter les dérives. C'est possible, parce que les entreprises comme OpenAI, elles sont promis à un avenir vraiment très 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 important, un peu comme Google aujourd'hui ou Facebook, ce genre d'entreprise. Il faudra absolument qu'il y ait des règles. On ne peut pas leur laisser tout faire et elles promettent de devenir tellement puissantes. Donc oui, je pense. Et pendant ce temps, en bourse, on a vu cette envolée des différents titres de la tech américaine liés à l'intelligence artificielle. On a vu Nvidia notamment s'envoler, sauf que certains des membres fondateurs, pour certains d'Nvidia, choisissent de se délester d'un certain nombre d'actions Nvidia. C'est le cas par exemple de Mark Stevens qui siège au conseil d'administration d'Nvidia depuis quand même 2008. Eh bien, il vient de vendre pour 51 millions de dollars d'actions Nvidia. Et c'est le deuxième administrateur, Vincent, à vendre des actions Nvidia pour des millions de dollars, le deuxième à le faire en moins d'une semaine. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est le signe qu'il faut vendre? Est-ce que c'est le signe qu'Nvidia a déjà suffisamment monté désormais? En tout cas, moi je suis actionnaire d'Nvidia. Puisqu'on a une lecture trimestrielle des investissements en bourse. Il y a une perception du marché qui est très court-termiste. Et il faut reconnaître que la surprise qu'on a eue à la précédente publication a été spectaculaire. C'est pas pour rien que Nvidia vaut 1000 milliards. C'est pas un épiphénomène, un coin de rue. Elle a doublé sa capitalisation, c'est vrai, depuis le début de l'année. Donc on est passé de 500 milliards de valorisation à 1000 milliards. Et c'est pas quelqu'un qui vend, même pour 50 millions de dollars,
que ça change quelque chose. Le phénomène de flux est spectaculaire. La nouvelle sur la publication était spectaculaire. C'est une entreprise unique au monde, dans un monopole en croissance forte. Il n'y a pas de raison de vendre, sauf nouvelle information. Donc moi, je me mettrai jamais en face du marché. Ratio cours sur bénéfice de 200. C'est stratosphérique. J'ai connu Nvidia quand ça valait $20 il y a 8 ans. Moi, j'ai connu le Bitcoin à $100. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on a dépassé un nouveau plus haut qu'il faut vendre. Ça fait un multiple de 50 depuis plus de 10 ans. Donc, c'est vrai que c'est spectaculaire, hein, mais il est peut-être des entreprises exceptionnelles. Regardez, pour la France, LVMH ou Hermès, des entreprises comme ça, finalement, vous regrettez toujours de les avoir vendues trop tôt. Voilà. Sur Tesla, Morgan Stanley dégrade son conseil en estimant que la hausse récente de Tesla intègre déjà les bienfaits à venir pour Tesla de l'intelligence artificielle. Ah, pareil, c'est peut-être un signal, le signal que le meilleur est passé là. Ça y est, en bourse, on a déjà assez monté. Morgan Stanley dégrade son conseil. Ça y est, l'IA, c'est dans les cours. Alors nous, on intègre les recommandations d'analystes dans nos prises de décision. On a donc des arbres de décision, on fait de l'IA et on intègre toutes les données qu'on cumule depuis maintenant 10 ans sur les marchés et en particulier sur les valeurs cotées sur le Nasdaq. Et il s'avère que les recommandations d'analystes ne sont pas prédictives des performances boursières. Bon, il ne faut pas forcément les suivre, donc ces recommandations d'analyse. Et on a repéré aussi qu'au premier trimestre, à l'occasion des publications d'entreprises, 1/5 des entreprises du S&P 500, 1/5 seulement des entreprises du S&P ont évoqué l'intelligence artificielle dans leur communication à l'occasion des publications. Là, on va voir si à l'occasion des prochaines publications au mois de juillet, elles sont beaucoup plus nombreuses à vouloir le faire, hein, puisqu'entre-temps, on a eu l'envolée d'NVIDIA et cette IA qui a redessiné les rapports de force sur le marché. Il est probable effectivement qu'on ait beaucoup plus qu'1/5 des entreprises du S&P qui veuillent évoquer l'IA à l'occasion des annonces de résultats qui vont arriver là dans les prochains jours, dès le début du mois de juillet aux États-Unis, puis ensuite en Europe. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Grégory Raymond, The Big Whale, Vincent Fourcault pour Contology Capital Management. Et dans un instant, justement, on va se rebrocher à la séance du jour sur les marchés financiers. Wall Street mitigé, le CAC 40 en baisse, 0,8%. Et un titre suspendu de cotation, SES Imagotag. Vous pouvez retrouver notre article d'ailleurs sur notre site BFM Bourse. SES Imagotag est suspendu car Gotham City Research publie une note au vitriol, une note dans laquelle il accuse SES Imagotag et les équipes dirigeantes du groupe d'avoir augmenté artificiellement les revenus et résultats du groupe. Détail donc sur notre site. Nous on vous retrouve à la radio et à la télé dans un instant après la pause. À tout de suite.